Mesdames et messieurs, bonsoir. Je m'appelle Martin, je suis le directeur de la Maison internationale des associations. Nous sommes particulièrement heureux ce soir et heureuses d'accueillir Grey Talk, pardon, de Grey Sales. Nous avons effectivement fait connaissance avec Grey Sales maintenant il y a 2 ans et dans le cadre de volonté de rapprocher la Genève locale et la Genève internationale. Grey Sales est venu se présenter ici auprès d'associations locales et expliquer quelles étaient les compétences et quelles étaient les actions que cette association pouvait mettre au service des associations locales de Genève. Et je les en remercie encore une fois. Euh, L'événement de cet après-midi s'inscrit également dans un autre cadre, puisque s'ouvre à Genève, s'est ouvert à Genève le festival d'innovation ouverte. Je ne sais pas en quoi comment l'innovation est définie. Nous nous inscrivons dans le festival d'innovation ouverte, et je ne pense pas que la présence des étrangers et des étrangères à Genève soit une innovation particulière. Mais on va le voir la femme dans l'espace public genevois est effectivement accouru tout au long des siècles. Je tenais également à dire que la présence et les deux ouvrages qui vous sont présentés ce soir marquent aussi beaucoup notre action euh, dans la mesure où ils reflètent effectivement ce qu'est la Genève internationale, ce que Genève de la migration aussi, au travers du du premier livre chronologiquement de Judith, et que ce double axe de la Genève internationale, l'axe de la présence d'une migration soit non qualifiée dans des conditions souvent difficiles d'existence à Genève, et l'axe de cette Genève internationale pour lequel beaucoup de communautés sont venues, beaucoup de, de traces dans l'espace public ont été laissées. Il y a un peu de regret de cette maison internationale des associations. Je remercie également Grace Sales d'avoir accepté de dérouler ce Great Talk ce soir. Et je me réjouis déjà d'entendre notre interview. Merci beaucoup, Hervé. Bonjour tout le monde. Je suis Carl Vigna, je suis le président de l'Association d'anciens fonctionnaires internationaux pour le développement de l'Europe, plus connu comme GRACELS. Et, si vous ne nous connaissez pas, nous réalisons presque chaque mois une activité comme celle-ci, c'est un rencontre différent. Nous sommes convaincus que tout ce qui se passe à Genève a un impact dans le monde. De voir Internet qui a été créé ici, la santé qui est discutée à l'OMS, le travail au Bureau international du travail, le commerce, l'OMC, etc., etc., etc. Tout ce qui se passe à Genève a un impact dans le monde. Maintenant, c'est l'inverse. On va voir tout ce que le monde a impacté et de quelque façon ça a impacté Genève. C'est Judith qui fait du livre, donc qui nous fait pas seulement voir, mais regarder ce qui se passe. Comme vous savez, voir, c'est quelque chose de statique, passif. Regarder, c'est s'intéresser, gratter, aller au fond. Est-ce que je dis qui ça fait? Et en plus, elle a fait le lien entre les différentes contributions. Pour nous, à Chrysler, ça a été une découverte. Et je crois que c'est tellement un dommage pour tous les gens qui ont contribué à la grandeur de la Soudan et des alors, aujourd'hui, la vice-présidente de Gleisel, Manuela Tortora, sera la complice de Judith pour nous amener à voir ces deux livres. Alors, par contre, j'ai l'honneur de céder la parole maintenant à Judith et Manuela. Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Judith, merci encore d'être avec nous. Alors, Judith, merci encore d'être avec nous. Alors, comme Alejandro l'a dit, tu vas nous promener littéralement dans la Genève que probablement les Genevois, même les Genevois, ne connaissent pas ou ne connaissent pas suffisamment. Vous allez découvrir énormément de choses. En tout cas, moi, je suis censée être genevoise et j'ai appris énormément avec les deux livres de Judith. Donc, ce sont deux livres qu'on va présenter et qu'on va vendre aussi également à la fin de ce débat, de cette conversation, puisqu'il y a quelques exemplaires qui sont là disponibles pour qu'ils soient vendus et dédicacés par Judith. Ceci dit, également une autre petite annonce du point de vue de l'organisation de ce débat qui se veut très interactif.
n'hésitez pas à lever la main, à faire un commentaire ou à poser une question au fur et à mesure que Judith parle et présente ces sujets. On veut vraiment que ce soit une conversation dans un salon, avec une cheminée que vous ne voyez pas, mais qui est ici, et qui est vraiment cette atmosphère d'échange entre tout le monde. Je suis là simplement pour essayer un petit peu de donner des pistes parfois et faire un peu le lien avec vous, public. Alors, Judith, tout d'abord, une question évidente, la toute première. D'où viennent ces livres? D'où est venue l'idée de ces deux livres? Qu'est-ce qui vous est passé par la tête? Bonsoir. D'abord, merci à Graces d'avoir organisé cet événement et à la Maison des Associations. Oui, et merci à tous pour être venus. Alors, l'idée, je ne raconte pas un ordre chronologique. Je commence avec Genève Montée parce que c'est le plus facile. J'aime me promener. Je me promène beaucoup en ville. Et quand je suis arrivée à Genève, il y a quelques décennies, je connaissais presque rien de Genève, et son histoire, rien. Mais je me suis promenée et j'ai trouvé des, des références avec lesquelles j'ai pu faire connexion. Alors j'ai trouvé euh, Skanderbeg, le héros national d'Albanie, qui le connaît parce que notre histoire, l'histoire hongroise et albanaise, est liée à une certaine période. J'ai découvert une blague d'un héros national hongrois. J'ai découvert les lignes des poèmes d'Antonio Machado. Et c'était des références que je connaissais. Et après, j'ai commencé à me poser la question, mais qu'est-ce qu'ils font ici, dans cette ville? Qu'est-ce qu'ils ont à voir avec cette ville? Et c'est comme ça, en posant des questions, que j'ai découvert toute cette dimension presque inconnue de Genève. Et en route, j'ai découvert l'histoire de Genève aussi. D'accord. Alors, pour récapituler, nous avons deux livres sur la table aujourd'hui. Genève Mundi, qu'on va présenter tout de suite, et un autre qui chronologiquement est antérieur, qui s'appelle La lessive. Le premier, pour résumer, c'est le résultat de tes promenades et des photos qui vont avec, c'est ce que nous allons projeter sur l'écran, tandis que La lessive, qu'on présentera ensuite, est plutôt une série de nouvelles, de récits basés sur des témoignages que tu as recueillis toi-même, tu as fait le rôle du journaliste, que tu as recueilli personnellement dans ton quartier surtout. Et surtout, ce sont uniquement des femmes dans la lessive qui sont les protagonistes de ces différentes histoires absolument vraies. Alors, Genève m'ont dit tout d'abord, et là on va commencer peut-être à poster la première image. La première image, qui est probablement la plus importante, puisque, bon, pas la couverture, mais la plus importante, c'est la carte de Genève qui apparaît au début de ce livre et qui montre toutes les promenades que tu as identifiées, que tu vas nous expliquer qu'est-ce qu'il y a dans ces promenades. Mais vous verrez qu'ensuite, dans chaque chapitre, si vous regardez le livre, chaque chapitre a une carte beaucoup plus précise de la promenade en question. Il y a 6 promenades en tout, c'est ça? 6 balades? Oui, il y a 6 balades. Alors, Vas-y, vas-y, oui. alors ça, cette carte montre où se trouvent les balades dans la ville. Là, vous voyez que 5 promenades avec des couleurs différentes, parce que le sixième balade, ce sont des lieux spécifiques, c'est pas une seule balade, et ce sont des lieux plus éloignés. Voilà. Juste ça pour donner un aperçu. Ouais. Alors, si on passe ensuite à l'image suivante, alors voilà, ça, c'est la première balade, n'est-ce pas? Oui, c'est la première balade qui donne aussi une idée de comment sont les balades. Ils sont à peu près 1 heure, 2 heures de marche. Où on peut découvrir beaucoup de choses. La première balade, c'est entre
le monument Brunswick et le parc Mont-Repos, pas le Mont-Repos, jusqu'à l'Organisation mondiale du commerce. C'est cet trajet. Oui, alors, l'une des caractéristiques de cette balade, mais aussi d'autres, mais celle-là, puisque tu as mentionné le monument à Brunswick, et c'est ce qui m'avait frappé quand j'avais regardé cette photo, et pourtant on la connaît tellement, c'est qu'on voit le monument, bien entendu, on est frappé par le monument tout de suite, mais il y a quelque chose derrière. Et ce n'est pas le seul monument qui cache quelque chose, et qu'on ne voit pas tout de suite, il faut aller le chercher. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu qu'est-ce qui se cache derrière? Alors, ça était aussi l'idée derrière ce livre. Parce que ce livre parle des monuments qui sont là, partout dans la ville, mais qui ne sont pas visibles. Parce que les gens ne les voient pas, les connaissent pas. On passe devant, on ne les voit pas. Alors, je vous montre avec le monument Brunswick. Tout le monde connaît le monument Brunswick, tout le monde photographie tout. Mais si on va 50 mètres, oui, à peu près, on voit autre chose qui, en fait, a beaucoup plus à voir avec Genève. Voilà, c'est un monument dédié à Václav Havel. Et dans le livre, vous pouvez lire pourquoi il est exactement là, parce qu'il y a un lien très organique entre l'histoire de la Tchécoslovaquie et la République tchèque et Genève. C'est pour ça qu'il se trouve derrière. Et c'est un monument qui est presque invisible. Personne ne le connaît. Et il a toute une symbolique. Et aussi, c'est un des monuments, il y a plusieurs dans le livre, qui lie Genève avec plus de 40 autres villes dans le monde, parce que c'est un monument qui se reproduit dans 45, je me rappelle plus combien, de villes dans le monde. Et c'est une invitation à dialogue, en fait. Mais ce n'est pas la seule chose qui est cachée. Oui, Si on passe à l'image suivante, voilà. alors, ça aussi, si on fait rien d'autre qu'on traverse la rue et on trouve ces monuments avec lesquels le livre commence, parce que j'ai pensé aussi que c'est très important d'honorer les gens qui sont pas connus, qui sont pas fameux, mais qui ont en fait construit cette ville, qui ont inspiré, construit, qui ont contribué énormément à cette ville. Et ces monuments-là qui se cachent derrière Brunswick, c'est un monument pour les saisonniers, pour les immigrants italiens. Voilà. Je ne sais pas si vous les connaissez. Voilà. Pourtant, il est tout près, hein. Il est vraiment juste derrière le monument à Brunswick. Alors maintenant, la prochaine fois que vous passez par ces Alpes par là, vous avez deux découvertes à faire. Mais il y a d'autres monuments également qui en cachent d'autres. Alors, on va continuer peut-être avec l'image suivante. Voilà, là, elle est très connue. Bien. Jusque-là, tout le monde s'y retrouve. Mais sinon, pas besoin de beaucoup d'explications de quoi il s'agit. Mais tu peux nous en dire un peu plus? Oui, là, c'est la même histoire. Tout le monde connaît ce lieu, tout le monde y visite, on prend des photos, on regarde dans cette direction. Si on regarde dans l'autre direction, on voit deux monuments qui sont très importants et qui sont très importants aussi dans l'histoire de Genève. Voilà. Un, c'est un monument de la génocide de Bosnie. Euh, il dit ici, Srebrenica a fait le génocide de la Bosnie. Et juste à côté, le monument de la génocide contre les Tutsis. Ce sont deux monuments très importants et personne ne les voit. Et ils sont juste en face du Palais des Nations. Et il y a encore plusieurs trésors cachés. Si vous y allez, c'est chasse au trésor. Euh, oui, alors bon, là on a donc découvert qui était plus ou moins caché
en tout cas pas aussi visible, disons, que les grands monuments. Mais j'aimerais savoir un petit peu plus sur ta démarche intellectuelle au moment de faire la recherche pour ce livre. Tu as surtout cherché non pas seulement l'aspect de l'architecture, l'aspect physique, disons, l'aspect visible de ces monuments, ce qui est évident, mais ce qu'il y avait derrière du point de vue de l'histoire qu'ils racontent ou qu'ils devraient raconter. Alors, j'aimerais savoir si tu pouvais nous en dire plus de ce point de vue avec quelques exemples en précisant pour tout le monde que le livre a beaucoup plus d'images, beaucoup plus d'histoires que celles que nous avons présentées ici. Plus, plus riche, mais on a fait simplement une sélection, Judith et moi, d'une façon très arbitraire d'ailleurs. Il fallait bien sélectionner pour pouvoir gérer la présentation. Mais donc, raconte-nous, qu'est-ce qu'il faut, ce que racontent les monuments dont on se rappeler du point de vue de leur histoire. Alors là, il y a plusieurs monuments qui racontent l'histoire de la migration à Genève, qui sont aussi dans la plupart des cas invisibles, comme il y avait le monument des travailleurs italiens, il y a plusieurs autres monuments qui sont liés à cette main-d'œuvre immigrée qui est venue, qui a reconstruit Genève après à la Deuxième Guerre mondiale. Et on ne fait pas le lien, mais en fait, chaque de ces monuments est, est ici grâce à cette vague d'immigration. Voilà. Voilà. Vous connaissez bien Monsieur Cervantes. Il est là, ça aussi, ouais, je raconte dans le livre. Il y avait, comme avec les travailleurs italiens, il y avait aussi un contrat avec le gouvernement espagnol. Il y avait des milliers, des douzaines de milliers, beaucoup d'immigrés espagnols qui sont venus après la guerre. Et cette statue est un cadeau de la ville de Madrid à la ville de Genève après la fin du franquisme. Donc, parce qu'il y avait un lien très important entre les deux villes. Voilà. Et personne ne soupçonne pourquoi Cervantes est là, mais c'est l'histoire derrière. Oui, effectivement, Cervantes n'a pas vécu à Genève, hein, c'est bien ça. Oui, il n'a pas vécu et il n'était pas anglais, mais maintenant il habite là. Voilà. Mais est-ce que vous savez, là je pose la question au public, est-ce que vous savez où est cette statue de Cervantes? Non, non, oui. Ah oui, 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 c'est Cervantes et Saint-Genève. Non? Alors, vous connaissez la Perle du Lac, le restaurant. Alors, vous montez un petit peu, 120 mètres, et voilà, vous dites bonjour à Cervantes. Voilà. Donc, la ville de Madrid a choisi son endroit avec beaucoup de soin, je dois dire. Exactement. Et dans cette même veine de ce que racontent les monuments. Alors voilà, celui-là, oui, je pense que vous l'avez vu parce qu'il est assez frappant. Oui, mais De quoi il s'agit? Oui. et là aussi, c'était un des culprits d'écrire ce livre parce que j'étais très intriguée, mais pourquoi Skanderbeg est là? Qu'est-ce qu'on fait ici? Et, et après, j'ai découvert que comme les travailleurs italiens et espagnols, il y avait beaucoup de travailleurs migrants de l'ancienne Yougoslavie, surtout de Kosovo. Il y avait aussi une migration albanaise. Et alors, c'est grâce à la communauté albanophone que Skanderbeg est là. C'est aussi un cadeau de l'association. Et à ne pas confondre avec la viking. Ça, c'était ma première réaction, je dirais celle de tout le monde. La première fois qu'on voit ce casque-là, c'est certainement un Scandinave qui est passé par là. Mais en tout cas, bon. Et alors, on vous laisse le plaisir de découvrir pourquoi il a ce chapeau intéressant. D'accord? Parce que c'est écrit dans le livre. Voilà. Mais il y en a beaucoup d'autres de monuments qui racontent une histoire littéralement. Et je crois que le prochain, est- voilà, oui, là aussi, c'est une autre communauté
d'immigrants qui a laissé sa marque ici à Genève. Et là, on est toujours à Genève, hein. On n'est pas à Lisbonne en l'occurrence. Et là aussi, je me demande combien de personnes ça se trouve. C'est pas un monument, c'est une mosaïque de céramique. Combien de gens? C'est un nom officiel de la ville de Genève, il me semble, non? De Belém à Lisbonne. Oui, c'est la tour de Belém. Oui, mais on est à Genève. Oui, c'est la tour de Belém. Il se trouve dans le parc Aliana, sur un mur. Et c'est aussi c'est lié à la communauté portugaise, et les travailleurs portugais qui étaient très, très nombreux. euh, et qui vivaient vraiment comme les Espagnols au début, dans des conditions vraiment atroces, et qui travaillaient, cette condition de saisonnière, c'était vraiment dur. Et ce qui m'a vraiment frappé, que c'est en fait, c'est la communauté portugaise qui remercie Genève avec ces belles panneaux en céramique. Tandis que c'est Genève qui devrait remercier la communauté portugaise. C'est écrit, madame. C'est écrit en portugais? Oh, non, 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 c'est en français offert à Genève par le secrétariat d'État des communautés portugaises. C'est le mur qui divise en quelque sorte le restaurant du Vieux-Bois avec le parc de l'Ariana. Il y a une petite fontaine devant. Oui. Maintenant, tout le monde, ah oui, je l'ai vu. Mais il y a beaucoup d'autres. Il y en a beaucoup d'autres. Voilà, celui-là, il est particulièrement beau. Oui. Oui, Judith, alors ça, c'est une autre histoire. Une autre histoire. Alors, il y a les immigrés, les travailleurs migrants, tout ça. Il y a aussi un autre volet de réfugiés politiques. Ça aussi, si on veut faire un ordre, on veut séparer un peu. Et là, j'ai dit, c'est des siècles d'accueillir des réfugiés et les monuments racontent cette histoire aussi et racontent les vagues de ces histoires parce qu'il y a une fluctuation d'ouverture et de fermeture à Genève et en Suisse en général. Alors là, ça commence toujours avec les Huguenots. Et il y a plusieurs monuments qui font référence à ça, mais je ne sais pas si tout le monde sait, probablement certains, que la mère Royon était aussi une réfugiée huguenote. Et elle se voit là-bas, en haut, à droite, en train d'arroser le Savoyard. Voilà, peu de gens savent qu'en fait, elle est aussi d'origine française et lyonnaise, qui est réfugiée à Genève, et après, c'est une des héros de la ville. Voilà. Oui, donc voilà, la mère Royaume n'était pas genevoise. Et ça, c'est un monument à l'escalade, en quelque sorte. Ah oui, oui, Fontaine de l'Escalade. Voilà. Et là, on a encore une autre histoire. Oui, alors là, c'est comme on a mentionné les travailleurs migrants portugais. Il y avait aussi une vague pendant la dictature de Salazar. Il y avait beaucoup, beaucoup de réfugiés politiques portugais, surtout des étudiants et des intellectuels qui se réunissaient dans le Café Landor. Plusieurs vagues de réfugiés politiques toujours se retrouvaient, se discutaient et tout ça. Et ils ont laissé cette blague à remercier la ville pour, pour l'accueil. Il remercie beaucoup les Portugais. Oui, Ils sont vraiment très, très ensuite, là, ah oui, là, on change de continent. Là. On est toujours à Genève, mais on change de latitude. Alors là, c'est une phase d'immigration chilienne. Après coup d'État, il y avait, comme vous savez, des centaines de milliers de Chiliens qui devaient fuir le pays et ils ont allé partout. La Suisse, d'abord, voulait pas beaucoup les accueillir. Il y avait des quotas très stricts. Et là, c'est une très belle histoire de désobéissance civile et de mobilisation civile, comment la société civile a réussi à briser
ses limites administratives. Et enfin, la Suisse et Genève a reçu beaucoup d'immigrés chiliens. Et la communauté chilienne a posé cette plaque à la mémoire de Violeta Parra, qui est une figure très importante de la culture chilienne. Voilà. C'est aussi une trace de cette histoire. Et Violeta Parra a vécu à Genève 2 ou 3 ans avant de retourner à Chili. Oui, Dans une très vieille maison qui n'existe plus Oui. et où il n'y avait même pas d'eau dans la maison. Il fallait la chercher dans la cour. C'était un lieu de rassemblement autour de Violeta Parra pendant le coup d'État, des Chiliens qui avaient besoin de se retrouver pour être ensemble et chanter. Oui, La chanson Gracias a la vida, elle a été composée à Genève. Ah, voilà. C'est un hymne mondial. oui, Oui, oui. absolument, oui. C'est un hymne d'amour. Elle a fait un homme à Genève et en son souvenir, elle a écrit Gracias a la vida. Oui. Mais voilà, à la fin de ce Great Talk, au lieu de chanter autre chose, on va chanter Gracias a la vida. Ça sera beaucoup plus approprié, je pense, pour les sujets qu'on est en train d'aborder. Non, je peux faire Gracias a la vida. Mais oui, une autre. Ah, là, ça, c'est encore autre chose. Oui, c'est très intéressant. Oui, ça, si on remonte un peu dans l'histoire, c'était aussi une belle histoire d'accueil des rescapés, des réfugiés. C'est un très beau monument dans le parc Tremblay. Euh, c'est le réverbère de la mémoire s'appelle. Euh, Après le génocide arménien, beaucoup d'Arméniens devaient quitter la Turquie et la Genève a suivi les événements, la Suisse en général, très intensément. Et là, l'accueil a été vraiment impeccable. Il y avait beaucoup d'orphelins que la ville a reçus, étudiants aussi. Et alors, pour marquer cette longue histoire entre Genève et la communauté arménienne, qui est assez nombreuse, mais aujourd'hui, qu'ils ont érigé ces monuments, ils sont une œuvre réverbère très spéciale. Là aussi, vous allez voir toute la description là. Et c'est aussi, en parenthèse, pour avoir ce mémorial, c'était une lutte de 10 ans pour pouvoir l'installer à Genève parce il y avait des enjeux diplomatiques avec la Turquie d'aujourd'hui et c'était très dur. Mais enfin, c'est réussi et c'est une magnifique. Il a Charles Aznavour. Comment? Charles Aznavour qui a venu pour l'inaugurer. Ah oui, exactement. Oui, alors après, Gracias a la vida, c'est une chanson de Charles Aznavour. Je suis désolée. Mais je crois qu'il y a plusieurs réverbères, c'est ça? Neuf, il y en a. Chacun est différent, chacun a son histoire en quelque sorte. Bon, chacun raconte la même histoire, mais il y a des citations, des textes Oui. très spéciaux et chacun sont un, deux, trois lamentaires. Ils sont tous différents. Tous différents. Ouais. Bien. Si on avance, Oui. là, encore une autre histoire. Encore une autre histoire, c'est un monument assez caché Oh, dans le parc Pictet, à Nau, vers l'aéroport. C'est un monument des boat people vietnamiens. Parce que là aussi, après la chute d'Hanoi, il y avait une exode massive, comme vous savez probablement, et des milliers centaines de milliers de Vietnamiens ont fui le pays. Et là, ils étaient aussi reçus avec beaucoup de générosité. Ils ont eu un statut de réfugiés politiques et ils ont pu s'enraciner presque sans difficulté. Alors, il y a
pas si longtemps qu'ils ont érigé ces monuments aussi pour commémorer cet accueil et pour exprimer leur gratitude pour ça. Oui. Ensuite, voilà. Alors ça, c'est un monument qui raconte une histoire beaucoup plus compliquée. Vous connaissez ce monument? Combien de personnes l'ont vu? C'est peu on passe devant là aussi. C'est aussi dans le parc d'Ariana où il y a plusieurs monuments très intéressants. Là, ces monuments s'appellent les ailes d'espoir. Et ça raconte l'histoire des réfugiés juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale dans deux parties. Une grande partie était refoulée et une petite partie a été acceptée, mais ils étaient mis dans les camps de travail, dans des conditions assez pénibles. Et ce monument, c'était le premier monument qui parle de cette histoire publiquement. Et, et c'est l'œuvre de sculpteur, un sculpteur qui était, enfin, qui était dans un des camps, qui était rescapé de l'ex-Yougoslavie à l'époque et qui a passé une année ou deux dans un camp comme petite fille et après elle a été demandée de faire ce monument. Et si vous regardez, on peut passer. Le texte, c'est le premier monument qui parle de cette histoire. Le texte est assez ambigu parce qu'ils disent on remercie l'accueil d'anciens internés. On ne sait pas de quoi on parle exactement, mais ils expriment le douleur pour ceux qui n'étaient pas acceptés. Alors, c'était le message, remerciement, mais aussi le chagrin pour ceux qui étaient refoulés et la plupart de ces personnes étaient tuées après. Après, il y a un autre monument maintenant qui parle plus explicitement de cette histoire, mais c'était la toute première. Et c'était aussi une grande lutte pour pouvoir Pour ériger le monument. Ouais. Passons au suivant. Ah, alors là, je le connais. Mais ce que vous ne connaissez peut-être pas, en tout cas moi, je ne connaissais pas. Étant genevoise, et ayant fait une bonne partie de mon école primaire ici à Genève. Et je ne savais pas ce que Judith va nous révéler maintenant. Tenez-vous bien, accrochez votre ceinture de sécurité parce que vous avez quatre personnages là. Et aucun de ces quatre n'est genevois ni même suisse. Oui, exactement. C'est le monument emblématique de Genève, la Rome protestante, tout ça. Les quatre pères fondateurs, ils sont issus de la migration. C'est trois Français et un Écossais. Et si vous regardez, il y a des personnes plus petites, mais on ne voit pas sur la photo, ils sont tous étrangers aussi. Et il y a deux stèles, il y a un seul Suisse, M. Zwingli, qui est là. Alors, toute la réforme qui a vraiment façonné Genève pendant des siècles, qui a eu un empreinte immense, et puis en fait le travail des étrangers. Et il y a beaucoup de petites délicacies dans ça, y compris que Calvin, que tout le monde pense que Calvinograd, tout ça, tout le monde pense que c'est en Suisse. Il a reçu la citoyenneté juste 4 ans avant de mourir. Il avait cette histoire très bouleversée avec Genève parce qu'il a tué. Une forte personnalité, en tout cas. On peut le dire. Mais c'était un immigré, comme être d'autres. Voilà, simplement, il est devenu célèbre avec ses camarades. Et là, voilà, celui-là, il est encore moins connu. Exactement. Alors, c'est une plaque d'un courfiote, Ioannis Kapodistrias, qui est un grand ami de Pictet de Rochemont et
Jean-Gabriel Liénard, avant qu'il est devenu pas Liénard. Et c'était les trois qui ont lutté pour l'indépendance, pour la neutralité de la Suisse. C'est eux qui ont œuvré pour délimiter les frontières de Genève. Alors, il a beaucoup, beaucoup, beaucoup fait pour la Suisse et pour Genève. Et il est presque complètement inconnu. Et si vous regardez cette plaque, on ne dit même pas qu'il est grec, qu'il est corfiote. Et son nom est italianisé, bon, il y a une certaine logique. Il y a une autre plaque dans la vieille ville où on mentionne qu'il est corfiote et qu'il était, en fait, il était le premier président de la Grèce indépendante. Il mérite un peu plus qu'une plaque, Oui, exactement. Ce pauvre monsieur, vraiment oublié de l'histoire. Là, celui-là, par contre, il est très, très connu et on a tenu, quand on a fait la sélection des photos, des histoires, j'ai beaucoup insisté pour avoir Wilson, parce que, bon, Rexel, c'est l'association des anciens fonctionnaires internationaux. Nous devons d'honorer le monument au fondateur de la Société des Nations, même si ensuite les États-Unis ont abandonné leur enfant, même avant qu'il soit né, presque. Mais la plaque donc à Wilson est une marque importante, puisque c'est de là que vient la Genève internationale. Tout a commencé avec lui. Si ce n'était pas pour lui. Pourquoi il a choisi Genève? Oui, il a choisi Genève. Il y avait une grande concurrence entre Bruxelles et Genève. Et puis à la fin, les États membres ont préféré Genève. Les calvinistes. Et c'est lui qui choisit Genève à cause qu'il est protestant calviniste. Il avait sa petite préférence. Au lieu d'être à Bruxelles, il a été chercher les calvinistes à Genève. En tout cas, c'est une marque importante dans l'histoire genevoise. Enfin, on ne peut pas s'en passer de mentionner Wilson et l'héritage qu'il a légué à la ville. On change de continent, nous. Oui, alors là, ce sont, comme pour en finir, l'histoire des mouvements, donc, mais on va finir, des petites délicacies. C'est aussi dans le parc d'Ariana, cloche japonaise, en fait, une réplique d'une cloche, d'ancienne cloche d'un temps japonais qui se trouve dans le parc Ariana, avec une très belle histoire derrière aussi qui montre les relations entre le Japon et la Suisse, et spécifiquement Genève, y compris un monument des premiers médecins qui est parti à Hiroshima après l'attaque de la bombe atomique, qui est pas loin de cette cloche, juste l'autre côté de la musée Ariana. La cloche se trouve là. Ah, et avant que j'oublie, autour de cette magnifique cloche, il y a 20 arbres sakura, des cerisiers japonais qui maintenant ils fleurissent. Alors allez-y vite parce que ça dure pas longtemps, ça dure une semaine ou 10 jours. Et ils sont magnifiques. C'était le cadeau quand ils ont remis la cloche. C'était un cadeau du gouvernement japonais à Genève et ils sont vraiment magnifiques. Alors, maintenant, ils sont en fleurs. Alors, précipitez-vous. Quoi qu'il y a encore, ils ont déjà encore quelques images, oui. Quelqu'un qui est assis, là, nous écouter. Alors, euh, est-ce que vous connaissez ce monsieur? Oui, oui, oui. Ah, ça me rassure. Parce que c'est un des monuments devant lequel passe sans le regarder. Et c'est un monument de l'amigré. C'est l'œuvre d'un grand sculpteur africain sénégalais. Et, et alors, c'est très symbolique de la ville qui veut honorer cette figure qui est en fait très importante dans la vie économique et sociale et politique de la ville. C'est assez rare, je crois, qu'une ville ait un statut comme ça. Et il y a autre chose, si on peut regarder, il faut l'approcher
quand vous y passez, parce il faut le regarder en face, parce que c'est un très beau visage, très digne, très calme. Et c'est aussi l'intention des sculpteurs était exactement ça, montrer les immigrés avec leur dignité et pas comme quelqu'un de perdant ou quelqu'un désagréable. Voilà, c'est ça. Alors, c'est aussi une petite délicatesse. Une fois, j'ai retrouvé cette statue et je me suis dit, mais j'hallucine parce que c'est l'esthétique de nos pays, de l'Europe de l'Est, des années 50, 60, tout ça. Et alors quand j'ai fait la recherche, en fait, c'était un cadeau des gouvernements soviétiques à une des agences des Nations Unies. Et c'est tout à fait le style, c'est le début des années 60. Voilà, et j'ai trouvé ça que c'est vraiment charmant d'avoir ce petit morceau soviétique en ville. Voilà. Ensuite, ah là, c'est d'actualité. Alors ça, c'est la dernière image que j'ai voulu vous montrer. Il y a un monument à Gandhi. Là aussi, il y a une longue histoire entre l'Inde et la Suisse, qui était un des premiers pays de reconnaître l'Inde indépendante. Et il y a aussi une longue histoire entre Gandhi et Genève, qui n'était pas tout à fait populaire quand il est venu euh, la première fois en Suisse, mais maintenant il est vénéré. Alors il a cette très belle statue qui se trouve juste en face de l'ambassade russe. Et depuis le meurtre de Navalny, c'est devenu un mémorial à Navalny. Et je trouve ça vraiment, c'est très beau parce que comme les monuments ont leur vie. Et ces monuments avec cette phrase de Gandhi que mon message est ma vie, c'est bon, les gens ont pensé que ça peut s'adapter à Navalny aussi, parce qu'il est vraiment mort pour ses principes. Et, et chaque fois que j'y passe, c'est la dernière fois, ce dernier temps, j'ai passé plusieurs fois, il y a toujours des messages, des fleurs fraîches, et c'est devenu vivant. Et je trouve ça très Vivant et d'actualité, oui, effectivement. Bon, je crois que c'était la dernière image du livre Genève Mundi. Mais il y a donc dans l'autre livre toutes les histoires des personnes, des immigrés, des femmes immigrées qui n'ont pas les monuments, qui sont encore moins visibles que les monuments, que certains des monuments que nous avons mentionnés ici. Et c'est donc la ici. Et alors là aussi, j'aimerais bien savoir un petit peu d'où vient ce livre, comment il a commencé. Alors, ce livre vient d'une émotion. Euh, en connaissant des gens, bon, je suis curieuse de savoir comment avec les monuments, qu'est-ce qu'il y a derrière, qu'est-ce qu'il y a derrière les monuments, qu'est-ce qu'il y a derrière les plaques, et avec la personne, qu'est-ce qu'il y a derrière le visage, quelle est l'histoire. Et alors, j'entends beaucoup d'histoires et certaines de ces histoires m'ont beaucoup touchée. Et un jour, je me suis dit, mais en fait, Genève est plein d'histoires incroyables que les gens ne connaissent pas. Parce que ces personnes-là, les femmes immigrées en majorité, elles ne racontent pas leurs histoires. Parce qu'elles pensent qu'ils ne méritent pas, que ce n'est pas important. Voilà. Et un jour, je me suis dit, mais j'aimerais raconter leur histoire pour elles. Et c'est comme ça que ça a commencé et ça a pris des années. Avec chaque personne, la plupart, c'était mes amis, mes connaissances ou des connaissances, des amis. Et, et au fil du temps, je me suis rendu compte qu'en fait, ces histoires très personnelles racontent la grande histoire, parce que chacune de ces personnes a vécu quelque chose dramatique dans sa vie, et bon, ils étaient déracinés,
Et dans la majorité des cas, ce n'était pas leur volonté. Ils étaient chassés, ils devaient quitter leur pays, c'est déchirant complètement. Et voilà, alors je me suis dit, ces histoires invisibles, j'aimerais le visible, faire entendre. Voilà. Et c'était vraiment un très long travail avec chaque personne, parce que chacun, bon, je connaissais des histoires où elles m'ont raconté en détail, réécrit, il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'allers de retour, jusqu'au moment où elles sentaient que l'histoire leur correspond. Parce que, bon, c'était très important. Voilà, c'était le processus. Et après, j'aimerais vous raconter encore la philosophie derrière. Alejandro, tu peux retourner à l'image. J'espère toujours. C'est ça. Parce que là, Qui était avant. Voilà, Voilà. voilà. Alors, c'est la philosophie. Vous voyez ça, c'est une immense tapisserie, œuvre d'une dame hongroise, en fait, immense et très riche, et avec beaucoup, beaucoup de motifs. Et si vous voyez la couverture du livre, c'est juste un tout petit morceau de cette immense image. Et c'était un peu l'approche comme avec les statuts d'immigrés, aller s'approcher, voir qu'est-ce qu'il y a si on regarde de près. Et voilà, et c'est comme ça notre vie. Dans cette ville, si on raconte des histoires individuelles, mais c'est en fait ces histoires qui disent l'existence de cette ville. Alors, c'était ça derrière, cette philosophie derrière la couverture, et aussi parce que c'est une tapisserie, et ce sont des destins qui vivent ensemble, en fait. Ce sont des histoires de femmes avec des contextes, des pays, des cultures très, très, très différents, mais il y a beaucoup, beaucoup d'éléments communs parce que en fait, c'est notre universalité qui sort là-bas. Et dans les histoires, ce sont 15 récits très, très courts, vraiment courts, avec des petits commentaires à la fin, avec des notes, parce qu'il y a des événements historiques et pas nécessairement tout le monde connaît. Mais les histoires sont tissées ensemble avec quelques petites astuces. Il y a certaines phrases qui apparaissent presque dans chaque histoire. Et n'importe si on est une femme de ménage, une nettoyeuse, un migré ou un docteur, on vient de quel continent, il y a certains éléments dans notre existence qui sont complètement partagés. Et ça aussi, j'ai voulu absolument raconter et montrer à travers ces histoires. Et il y avait encore une chose avec les phrases qui se répètent dans les histoires, certaines phrases qui racontent ces motifs de l'existence féminine universelle, mais aussi l'existence des réfugiés, d'immigrés. Alors là, il y a aussi des phrases qui reviennent. Tu es réfugié rwandaise, tu es rescapé de la génocide de Bosnie, de Rwanda, tu es immigré arménien. Euh, Tu retrouves les mêmes phrases quand on te chasse et aussi quand tu arrives dans de nouveaux pays, quand on t'accueille ou on ne t'accueille pas. Donc, ces petites phrases tissent ensemble ces histoires différentes. Voilà, c'est la structure. La tapisserie de Genève et la tapisserie de l'humanité également. Oui. Enfin, c'est les deux tapisseries tissées en même temps. Et bon, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais je crois que peut-être, toi tu dois le savoir, mais on ne va pas le dire, il y a peut-être certaines des femmes recrutées dans les histoires dépressives qui sont présentes ici dans la salle aujourd'hui,
et on va préserver leur vivacité. En tout cas, c'est un hommage pour elle, de toute façon. Bien, des questions, des commentaires, vous avez identifié tous les monuments, vous savez où ils se trouvent. Il faut peut-être dire également, pour revenir à Jonas Mundi, qu'il y a encore donc, la dernière balade qui n'est pas sur une carte, mais qui est, comme tu l'as dit au début, un itinéraire sur plusieurs endroits, presque en dehors de la ville, presque en limite, presque en frontière, du côté de Tonnet, par là, qui a aussi un très bel itinéraire, puisqu'il le ramène également à la Deuxième Guerre mondiale et au parcours des réfugiés qui suivaient des chemins clandestins entre la frontière entre la Suisse et la France. Bon, alors, ceci dit, ou s'il n'y a pas de questions et de commentaires, je vous invite en tout cas à regarder, à feuilleter, à acheter peut-être les deux livres qui sont sur le banc du bas. Et remercier Philippe. On voit s'il a des questions ou des Alejandro. Oui, est-ce que tu as un prochain livre en tête? Oui, oui. J'ai des idées qui trottent dans ma tête. Oui. Vous venez, madame, s'il vous plaît. Ah, je viens de la Hongrie. Ah, moi, je viens du Brésil. Ah, voilà. Bien. Oui, s'il vous plaît. Ouais, ici, ça. Non, ce sont sur quel jour? Ouais, des fois, comme j'ai rencontré, c'était surtout ça. Bon, comme je vous ai dit, certains sont mes amis depuis très longtemps. Donc, j'ai connaissé l'histoire et j'ai jamais pensé raconter leurs histoires. Certains, la plupart des histoires sont comme ça. Il y a certaines histoires où j'ai rencontré les protagonistes au moment où je me suis dit, il faudrait faire un livre avec ça. Et comme ces histoires personnelles racontent l'histoire universelle, j'ai cherché certaines figures. Et là, c'était plus court, mais dans tous les cas, moins une année avec chaque personne, mais avec certaines, pas 2 années, c'est vraiment, ça dépend. Pardon. Oui. Oui. Pourquoi vous avez appelé ça la lecture? Euh, la première histoire raconte une histoire de faire la lessive. C'est une histoire, en fait, aussi de libération d'une femme française algérienne, un pied noir, qui grandit en Algérie et après elle est trimballée par l'histoire. Et dans toute sa vie, c'est toujours les autres qui décident pour elle et qui l'identifient. Euh, il devient ça français, après elle devient sale immigrée, après elle devient riche blanche. Alors, c'est chaque fois, c'est les autres qui le définissent, toujours les conditions externes. Et un jour, à peu près 45 ans, elle prend son destin à sa main. Et cette histoire, c'était la première histoire qui m'a tellement bouleversée que je me suis dit, ben, je vais raconter cette histoire. Et c'est grâce à une lessive. Voilà, c'est ça. Et après, une des phrases qui revient dans plusieurs histoires, ce que fait, ce que font les femmes en général, et bon, parfois les hommes aussi, mais les femmes, certainement, ils font la lessive tout le temps. Ils font la lessive, ils cuisinent. Et voilà, c'est pour ça. C'est étonnant parce qu'en Suisse, il y a cette particularité d'avoir la lessive commune dans les immeubles. Et effectivement, il y a beaucoup de liens qui se créent ou des voisinages. Je pense qu'il y avait une relation avec ça. Merci beaucoup. Très bien. Monsieur voulait encore demander quelque chose? Enfin, D'accord. le style narratif, en fait, c'est toujours des contes. Comment? Le style narratif que vous avez choisi, c'est toujours des contes qui sont de la même façon. Est-ce que de l'histoire ou de l'inspiration ou vraiment plutôt sur de la fantaisie? Bon, ça dépendait aussi de la personne.
souvent, c'était aussi dans ce processus d'écrire, pardon, euh, il y avait certaines personnes voulaient absolument qu'elle soit précise, que je suis ce qu'elle racontait, euh, parce que ça, bon, pas littéralement, mais qu'il y ait des éléments vraiment réels. Euh, Parce qu'enfin, comme une d'entre elles m'a dit après coup que c'était un fait que j'ai fait de l'histoire de famille. Que c'était, j'ai écrit leur histoire, que maintenant c'est leur héritage. Et il y avait d'autres pour lesquels l'histoire était encore tellement douloureuse qu'elles voulaient absolument que je fictionnalise et que voilà, et là, c'est devenu un conte. C'était plus subtil, plus symbolique. Et ça dépendait vraiment toujours de ce que la personne sentait ou qu'elle m'a demandé. Alors en fait, chaque histoire, bon, ils ont un style pareil, mais chacune est différente pour cette raison. Je me disais qu'hier, il y a eu un programme très intéressant sur la Suisse, après le journal, par rapport au manque de reconnaissance des maladies professionnelles, où c'est très difficile de se faire indemniser ou d'être reconnu comme maladie professionnelle. Et souvent, c'était des étrangers. Par exemple, il y avait un notion, je pense qu'il était d'origine espagnole, qui avait travaillé avec des produits textiles. Puis, il a travaillé dans la construction, je ne sais plus son métier, etc. Ou des femmes de ménage parce que, qui nettoient les hôtels pour faire tellement de choses, tellement vite, elles se retrouvent avec des problèmes ensuite. C'est très difficile de se faire reconnaître. Et c'est pour ça que surtout les petits humains et les populations étrangères qui sont invisibles, comme vous dites. Donc, je veux juste dire ça. Ça va pas dans ce sens, On retrouve ça dans une association où il y a deux de mes chers collègues avec qui je travaille, camarades. Il y a beaucoup de personnes avec des problèmes de santé, que ce soit des femmes immigrées, beaucoup, beaucoup. Et c'est difficile d'en parler. Et c'est vraiment c'est le résultat de leur trajectoire, de leur vie. Et elles sont là, souvent, elles font des travaux vraiment difficiles et leur état de santé, c'est la dernière des choses. Vraiment, c'est un grand problème. Oui. Oui. non, je vois bien. Oui, allez-y. J'avais une question sur, vous vous intéressez beaucoup à la mémoire, des objets visibles, des histoires, la mémoire des gens et la mémoire de la Genève internationale. Il y a une partie qui est cachée dans les archives des institutions. Est-ce que ça vous intéresse de raconter cette histoire-là, de toute la mémoire qui est sous la terre, on peut dire, dans les sous-sols des organisations internationales? Bon, je crois qu'il y a certaines organisations qui s'occupent de ça, en fait, qui sont des historiens qui travaillent dessus. C'est vraiment mon approche est un peu différente, mais c'est vrai, il y a beaucoup de trésors cachés dans ces archives. Oui. D'autres commentaires ou d'autres questions? Je ne vois pas. Si je peux faire un peu de Oui, publicité, publicité, oui, bien sûr. publicité parce que, bien sûr, c'était magnifique de t'écouter, Judith. Mais en 2022, Greensites a organisé son activité annuelle sur les migrants et les réfugiés à Genève. Et on voit que Genève et la Suisse, c'est quelque chose qui est
évolution constante. On a eu des témoignages de gens qui sont arrivés à Genève dans les années 60, 70, 80, 90, 2000, 2010, 2020. Et les histoires et les suites sont différentes. Il y a toute une évolution depuis l'immigration espagnole jusqu'à l'Ukraine. Aujourd'hui, les histoires sont très complémentaires. On n'a pas fait la fouille des archives, mais sur notre site Internet, il y a les témoignages de tous ceux qui ont participé, depuis l'Espagne et le Portugal jusqu'à l'Ukraine, Maroc et l'Afrique. Pour l'Afrique, maintenant, on va par l'Ukraine. Voilà. Ah, merci. Oh, c'est un peu tard. Oui, c'est un peu tard. Moi, j'ai une dernière suggestion pour Judith, puisque Carlo t'a demandé quel est ton prochain livre. Moi, je te propose de te raconter toi-même, parce que ton propre parcours est particulièrement compliqué et riche en expériences. Et c'est aussi une tapisserie, ou en tout cas, tu as ta place dans la tapisserie qu'on a montrée tout à l'heure, et je crois que ça vaut la peine. Donc, très sérieusement, si ton prochain livre, si tu n'as pas d'autres idées, je suis sûre que tu en as, mais ce serait bien de se pencher aussi sur un cas individuel aussi illustratif que le tien. Bien, ceci dit, donc je vous invite à regarder les livres qui sont là sur le bar et encore merci beaucoup. Silvia. Vraiment.